Je vous présente Yorick Secrétin. Et donc, c'est, comme vous le voyez, la nouvelle génération. C'était extrêmement important d'avoir des jeunes lecteurs et admirateurs de Pasolini. Yorick est philosophe. Il enseigne la philosophie, mais il anime également une maison d'édition qui s'appelle Compagnon, avec une collection qu'il dirige, une collection philosophique. Et également un salon de rencontres, c'est comme ça que nous nous sommes d'ailleurs rencontrés, qui s'appelle le salon Tout Art, et qui réunit à la fois des écrivains, des chercheurs, des psychanalystes, enfin plusieurs disciplines, disons, à Paris. Voilà, donc je laisse la parole à Yorick. Très bien, merci. Je suis très heureux et honoré d'être présent avec vous cet après-midi sur les grands chemins de Pier Paolo Pasolini. Je remercie bien sûr Hugues Bachelot ainsi que toute l'équipe des rencontres de Chaminadour pour leur remarquable hospitalité et j'adresse par là même un chaleureux et personnel remerciement à René Tsekati pour sa confiance et son invitation à venir vous parler ici d'une certaine manière de mon Pier Paolo Pasolini, celui que j'ai en héritage, qui m'éclaire et m'accompagne sur les chemins philosophiques d'une pensée de l'humain, consacré à l'humain, ce qu'il signifie, ce qu'il est, où il va. À côté de moi est projeté le carton d'ouverture d'Uccellacci et Uccellini avec sa citation attribuée au président Mao Tse-tung. Dans cette question, dans l'ironie de sa réponse, dans sa nécessité aussi, se trouve mêlé tout ce que j'aimerais essayer d'approcher avec vous dans les quelques 35 minutes dont nous disposons ensemble. À ce titre, je dois tout de suite vous faire l'aveu que mon propos ne portera pas strictement sur le Pasolini poète tel que l'indique la brochure et qu'il sera aussi et en même temps question du Pasolini homme politique et théoricien, tant il me semble que poétique, métaphysique et politique demeurent indissociables, particulièrement chez Pasolini, si bien d'ailleurs que poétique et métaphysique semblent s'y offrir comme seule réponse viable et radicalement humaine face au drame qui se joue dans ce que nos vies ont de partie liée à la politique. Et je me dis au fond, je me suis dit en ayant terminé la préparation de ce texte, mêlant ces trois perspectives du poétique, du métaphysique et du politique, que ma question avec vous cet après-midi était celle qui s'impose et surgit des derniers mots publics de Pasolini, quelques heures avant son massacre. Cette question, la voici. Pourquoi serions-nous, au juste, tous en danger? Ou plutôt, qu'est-ce qui, à dire vrai, est en danger lorsque Pasolini affirme que nous tous le sommes? À cette question, la réponse ne me semble pouvoir être autre que celle-ci. Ce danger, c'est le péril de ce qu'il y a d'humain en nous. Alors, j'ai donc nommé ma communication poétique et métaphysique pasolinienne « Ceux qui traversent l'humain, cher langage sacré ». Mais j'aurais, à dire vrai, pu la nommer plus sobrement « Enquête pasolinienne sur l'humanité de l'homme ». Car il me semble donc que Pasolini, par son œuvre et sa vie, témoigne avec radicalité des puissances humaines, c'est-à-dire de ce qu'être humain veut dire, peut vouloir dire dans ce qu'il a de plus propre, et donner ainsi à voir et à sentir notre humanité comme humanité nouvelle, et nouvelle en ceci que jusqu'à présent nous nous serions rendus incapables de la nommer et de la vivre en sa vérité, en ce qu'elle a de plus juste, de plus désirable, c'est-à-dire au fond de savoir n'être rien de moins qu'humain. Dès lors, Pasolini me semble faire signe vers un nouveau commencement pour la vie humaine, offrant un avenir possible à la crise des temps présents, état de crise permanent dans lequel notre XXIe siècle semble se complaire planétairement. À ce titre, Antonio Gramsci nous apporte une définition bien connue de la crise au paragraphe 34 de ses cahiers de prison, indiquant que la crise est ce moment où le vieux monde se meurt, qu'alors que le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. C'est très exactement dans ce clair-obscur monstrueux que nous demeurons et qui sans doute débuta au moment même où Pasolini le dénonçait déjà, voyant émerger dans l'Italie d'après-guerre un processus d'uniformisation, d'acculturation, où la consommation et le marché globalisé prirent le pas sur la simplicité et la singularité de la vie des hommes en chair et en os, et où se réaffirma, avec le vice du scientisme, de la technique
et celui des nouvelles formes d'autoritarisme et de contrôle politique, un niveau d'aliénation sans précédent pour l'humanité et qui toutes me semble pouvoir être ramené à ce que Pasolini nomme le véritable fascisme ou néo-fascisme, dont le but est, je cite écrit Corsaire, page 95, la réorganisation et le nivellement brutalement totalitaire du monde. De là, afin d'en venir à ce que j'appelle poétique et métaphysique pasolinienne, et se faisant au linéament d'une approche de l'humanité de l'homme à partir de ce que nous en livre Pasolini, il me faut nécessairement dire un mot sur ce véritable fascisme dont nous parle Pasolini, puisqu'il me semble constituer cela même contre quoi l'humanité a à se réaliser, et de fait, cela même qui constitue en retour le péril de l'humain, son anéantissement le plus conséquent, puisque le véritable fascisme est un véritable anti-humanisme, une négation pure et simple de l'humain. Alors, ce que donc Pasolini reconnaît comme nouvelle forme actualisée et véritable du fascisme, c'est un niveau supérieur, plus total, plus complet, plus profond et systématique d'anéantissement de chaque particularisme, de chaque différence, et où s'accomplit dès lors ce que l'on peut nommer une subsomption réelle de chaque singularité humaine à un monde unifiant, neutralisant et aliénant, qui ne souffre pas des surcroîts de vie et de différence qui s'y recèlent et peuvent s'y réaliser. Chaque différence réelle, c'est-à-dire chaque intimité, chaque possibilité d'émergence du singulier, est subsumée dans et par une totalité supérieure et organisée contre ces différences. Ce que je nommerai ainsi à partir de Pasolini l'archidogme fasciste, consiste donc en cette subsomption réelle de toute expérience singulière possiblement humaine à un quelconque dispositif de dissolution généralisée des différences, où tout ce qui aura l'allure d'une multiplicité soucieuse de réaliser son humanité en réalisant le propre d'un mouvement singularisant, se verra reconduire par la force à une norme, un ordre unique et gigantesque. De là, il faut bien reconnaître, suivant Pasolini, que ce gigantisme unifiant du fascisme, depuis les années 60-70, semble avoir pris la forme sociale organisée de la société de consommation, c'est-à-dire du marché global, bien que, faudrait-il noter, suivant Jean Baudrillard, que la société de consommation a sans doute déjà muté en une forme supérieure, celle de la société du simulacre, où la réalité a été assassinée et où la circulation infinie et virtuelle des signes, des images et des représentations se substitue dès lors au monde même dans une toile numérique, abolissant davantage encore la possibilité d'une expérience réelle de la présence, du corps, et ce faisant, la possibilité d'une expérience singulière et humaine de l'existence. Quoi qu'il en soit, reconnaissons que le moteur organique de ce véritable fascisme en cours demeure la logique d'une consommation aliénante, fût-ce dans l'épiphanie ininterrompue des simulacres et des simulations que nos écrans et nos machines reproduisent frénétiquement. Je cite ainsi Pasolini, toujours dans Écrit Corsaire, page 109 cette fois-ci. La fièvre de la consommation est une fièvre d'obéissance à un ordre non énoncé. Chacun ressent l'anxiété dégradante d'être comme les autres dans l'acte de consommer, d'être heureux, d'être libre, parce que tel est l'ordre que chacun a inconsciemment reçu et auquel il doit obéir s'il se sent différent. Fin de citation. Remarquons que cela vaut toujours, près de 50 ans plus tard, en atteste l'obsession très contemporaine de reconduire l'idéal populaire à l'obtention d'un meilleur pouvoir d'achat, comme si la vérité du malaise social en cours était liée à la misère consommariale plutôt qu'à la précarité humaine réelle sous-jacente, c'est-à-dire à ce qui constitue la misère effective de l'homme causée par la non-réalisation et l'inexpressivité de ce qu'il y a d'humain en nous. Ainsi, faut-il insister sur la double dimension mensongère de ce véritable fascisme tel que Pasolini nous l'enseigne, révélant ainsi qu'il est corrélativement corruption de l'homme et corruption du monde. C'est donc d'abord au niveau des sujets humains que le mensonge opère, avec ce que je nommerai l'illusion du libre acteur, puisque la puissance de ce néofascisme de la société de consommation tient en ceci qu'il réalise la norme unique et dissout les particularismes comme les singularités, sous couvert d'une infinité de choix possibles, de fausses différences dans l'obtention réglée et pseudo-libérale des objets-signes de consommation,
alors même que par-delà cet ersatz de liberté capitaliste s'accomplit de façon identique et programmée l'exécution de l'acte même de consommer, où l'individu intracapitaliste doit s'accomplir comme un autre et avec lequel il ne fait plus qu'un dans cet acte même. Au fond, nous sommes priés de jouer aux hommes libres et sommes devenus les libres acteurs d'une espèce d'auto-hétéronomie scénarisée. C'est ensuite au niveau du monde lui-même que le mensonge se poursuit, avec ce que je nommerai l'illusion du flambant neuf, puisque la fabrication de cette armée d'uniques consommateurs, animés du leurre organisé des besoins infinis, est corrélative de l'existence d'un monde toujours neuf à disposition, mais dont la nouveauté renouvelée coïncide avec sa propre caducité. Autrement dit, la forme même de l'apparition de ce monde flambant neuf du néofascisme, où chaque objet, chaque production y surgit sous le signe de l'innovation, n'est autre que celui de la ruine transcendentalement comprise. Ce qui signifie que ce monde empiriquement, c'est-à-dire matériellement flambant neuf, celui du néofascisme et du capitalisme, est un monde en vérité transcendentalement, c'est-à-dire structurellement en ruine. C'est ce que nous permet notamment de penser le philosophe Grégory Jean dans son prochain livre intitulé Capsule 21, un texte encore inédit à paraître en 2026, où il pose ainsi la question suivante, je cite : « Pourquoi n'apparaîtrait pas comme étant en ruine un monde sous la condition duquel se phénoménaliserait, apparaîtrait, non pas des étangs usés, des choses usées, mais au contraire des étangs en parfait état et pour ainsi dire flambant neuf. » Fin de citation. C'est bien un tel monde structurellement en ruine, bien que matériellement flambant neuf, que dénonçait Pasolini et qui organise la destruction même de notre humanité. En somme, ne faut-il pas voir derrière l'éclat du flambant neuf que le monde marchand de la consommation, lieu du spectacle et du simulacre, est non seulement un décor trompeur, mais aussi l'opérateur d'une destruction de notre monde humain. Le monde capitaliste et néofasciste institue un régime où la présence se donne comme consumée au moment même de son apparition. Le présent n'advient qu'en tant que passé immédiat. La nouveauté n'ouvre pas l'avenir, mais enferme aussitôt l'accès, en rabattant toute promesse de futur sur la seule itération d'un déjà là usé de s'être donné, vaste système d'objets originairement consumés d'être consommables. Si ce monde est toujours neuf, c'est parce qu'il est continuellement détruit et sitôt reproduit. Y règne la nouveauté comme un cadavre maquillé. Au temps de la consommation, rien n'est fait pour durer, l'avenir n'existe pas, aucun futur possible, la présence du monde n'ouvre à rien d'autre qu'à sa propre ruine, elle a l'odeur de sa propre mort. On comprend ainsi que l'illusion du flambant neuf est structurale en ce monde. Elle constitue le mode de donation du monde capitaliste, un monde où le nouveau est la forme spectaculaire de l'identique et où l'éternel retour de la marchandise masque la ruine transcendantale d'un monde où règne l'illusion du flambant neuf. Faut-il citer ici Pasolini dans le recueil La Nouvelle Jeunesse ? L'éternel retour prend fin, l'humanité a pris la tangente, de nouveaux démons patronnent ce phénomène, et je crois encore, stupidement, à une nouvelle révolution des pauvres. Fin de citation. Si je prends ainsi le temps d'insister sur cela, c'est parce que cette dénonciation pasolinienne du monde moderne n'est pas une déploration passéiste. On a beaucoup glosé sur un Pasolini conservateur, voire réactionnaire, témoin mélancolique d'un monde disparu, celui des langues populaires, des gestes archaïques, du sous-prolétariat, des communautés rurales paysannes ou des banlieues populaires en voie d'anéantissement, rappelant tantôt le très beau « Je suis une force du passé, tout mon amour va à la tradition » du recueil « Poésie en forme de rose ». Tantôt son « Je pleure un monde mort, pourtant, moi qui le pleure, je ne suis pas mort » du recueil La Nouvelle Jeunesse. Comme si au fond il s'agissait là d'une forme plus géniale, certes, mais enfin, de notre médiocre « c'était mieux avant » contemporain. Je ne le crois pas du tout. Ce n'est pas l'ancien monde que Pasolini veut retrouver. Ce n'est pas l'archaïque tradition des hiérarchies passées, pas plus l'inique féodalité en acte d'hier ou la rudesse de la vie d'antan. Mais c'est bien ce que ce passé regorgeait alors de pure présence, c'est-à-dire d'avenir possible, et ce qu'ainsi ce passé avait alors d'humanisant. De là, contre un Pasolini réactionnaire, je plaide pour un Pasolini
solastalgique. Cette idée d'un Pasolini solastalgique m'est venue en lisant, encore une fois, le philosophe Grégory Jean. Dans son prochain livre, donc intitulé Capsule 21, qui se présente comme une espèce de capsule non pas temporelle, mais conceptuelle pour le XXIe siècle, à l'instar de la capsule Golden Record, afin de tenter de témoigner de ce qu'est ou de ce qu'aura été au juste notre humanité. Dans ce texte, il s'interroge notamment sur la portée philosophique du concept même de solastalgie. Alors, ce terme, donc, de solastalgie, a été forgé en 2005 par le philosophe australien de l'environnement Glenn Albrecht pour décrire un type de sentiment prétendument nouveau, alors qu'il réalisait des entretiens auprès d'habitants de la région de l'Hunter, en Nouvelle-Galles du Sud, une région particulièrement ravagée par l'exploitation de mines de charbon à ciel ouvert et l'installation de centrales électriques. En raison de la défiguration de leur chez-soi, ces habitants ressentaient une forme de nostalgie de l'ici, où, comme le dit Grégory Jean, ils subissaient une douleur causée par l'éloignement du proche. Ainsi, le solastalgique est celui qui, de prime abord, souffre de la disparition du monde où il vit encore, de l'ici qu'il n'a pas quitté, mais qui bien plutôt l'a quitté. Grégory Jean précise, je cite, « À la lettre donc, la solastalgie serait la souffrance liée à la perte de réconfort ou de consolation provoquée par l'effondrement du lieu natal dont on se trouve nostalgique lors même qu'on l'habite encore, comme si, dans sa présence même, il se phénoménalisait d'ores et déjà au passé, comme si, dans sa présence même, il se manifestait comme étant déjà en ruine. » S'esquisse ici un sens non plus empirique, classiquement ou simplement matériel de la ruine, mais bien un sens transcendantal, c'est-à-dire un sens de l'être en ruine non indexé sur l'usure ou la vétusté matérielle d'une chose, mais sur celle plutôt de son mode de donation, c'est-à-dire de présentation, d'apparition, si bien donc qu'une chose parfaitement neuve, c'est-à-dire empiriquement neuve, pourrait tout à fait être transcendentalement en ruine, en raison de la particularité, disons phénoménologique, de sa donation, de la manière propre qu'elle a de nous apparaître. Aussitôt faut-il demander, en quoi consiste le fait, pour une chose, matériellement neuve, de se donner à nous comme en vérité en ruine? Voici la réponse un peu substantielle de Grégory Jean que je vous lis tant elle éclaire ce qu'il faudra dorénavant nommer, me semble-t-il, la solastalgie de Pasolini. On comprend, donc je cite, on comprend que la solastalgie, le fait d'éprouver le chez-soi du monde comme appartenant d'ores et déjà à un passé dont on se découvre nostalgique, tient exactement à ceci. Ce n'est pas d'abord parce que leur environnement serait au présent empiriquement ruiné ou en passe de l'être qu'ils en sont solastalgiques, mais parce qu'ils se trouvent transcendentalement ouverts comme n'ayant aucun futur. En ce sens, l'affect solastalgique surgit chaque fois que, dans sa présence, un monde se trouve littéralement lâché par cette forme pure du futur qui seul la maintenait distincte d'un déjà passé, et ce faisant, s'effondre littéralement sur le passé et en vient à phénoménaliser sa propre présence comme transcendentalement ruinée. L'affectivité solastalgique se produirait chaque fois que, lâchée par l'avenir auquel elle était littéralement suspendue, la présence se crache sur le passé. Fin de citation. La solastalgie de Pasolini procède donc du sans-avenir du présent, de son effondrement, de son crash sur le déjà passé qu'impose et recèle ce monde capitaliste et néofasciste. Le présent de la modernité, c'est l'avènement continu du déjà mort, la surrection d'un présent mort-né de n'avoir aucun futur possible, d'être donc un présent sans mouvement, ou plutôt dont le mouvement ne coïncide qu'avec l'exécution programmée d'un circuit, d'un dispositif de mortification généralisée. À rebours, le passé que pleure Pasolini était lui plein d'avenir. Il y avait un futur possible dans ce passé, autrement dit une vitalité s'accomplissant, puisque des mouvements singuliers et contingents pouvaient encore s'y réaliser, non programmés totalement par le centralisme morbide et autoritaire d'aujourd'hui. Ainsi, me semblent s'éclairer les fondements même d'un humanisme pasolinien qui pose d'abord, pour l'humain,
l'exigence d'une disposition affective permettant l'ouverture à une présence réelle non programmée, c'est-à-dire d'une pure présence disposant de l'avenir, d'une épreuve et d'une réalisation contingente de sa propre présence, ce que ne permet assurément pas la complicité monstrueuse entre la forme du capitalisme contemporain comme ultralibéralisme autoritaire et l'archidogme fasciste comme gigantisme consommarial, puisqu'ensemble, ils ne rêvent pas d'une communauté humaine, mais d'un troupeau obéissant de travailleurs consommateurs acculés au présent sans avenir de la simulation d'un monde flambant neuf, constituant dès lors une véritable entreprise de destruction massive de notre humanité. Alors, soyons attentifs à ce qu'esquisse ici en creux Pasolini dans sa fameuse lettre ouverte à Moravia. Je vous en lis un extrait que j'ai recomposé pour mon propos et que vous retrouverez en version intégrale à la page 168 des Écrits corsaires. Tu plaisantes sur le fait que depuis quelque temps, ma bête noire est la consommation. Ta façon de plaisanter me semble un peu indifférentiste par la façon qu'elle a de restreindre le problème. Alors laisse-moi te répondre. Pour toi, la consommation existe et c'est tout. Ta vie personnelle profonde en est indemne, la mienne non. En tant que personne, tu le sais bien, je suis infiniment plus impliqué que toi. La consommation consiste, en effet, en un pur et simple cataclysme anthropologique. Et je vis existentiellement ce cataclysme qui, du moins pour l'instant, n'est que dégradation. Je le vis chaque jour dans les formes de mon existence, dans mon corps. Fin de citation. Si nous demeurons attentifs à ce que Pasolini nous dit, il apparaît que ce cataclysme anthropologique, qu'il nomme aussi ailleurs mutation anthropologique, est une dégradation, voire une destruction, certes de l'avenir dont regorge le présent, nous venons de le voir, mais dit-il ici de notre vie personnelle profonde, mais encore des formes de notre existence, et enfin de notre corps. Cela me semble d'ailleurs se confirmer par le message contenu dans son ultime appel, lorsqu'à la veille de sa mort, il s'adresse à chacun d'entre nous et dit, je cite, « Je voudrais que tu regardes autour de toi et que tu prennes conscience de la tragédie. » En quoi consiste la tragédie ? La tragédie est qu'il n'y a plus d'êtres humains, mais d'étranges machines qui se cognent les unes contre les autres. Fin de citation. La tragédie du cataclysme est donc celle d'une atteinte profonde de notre humanité, de notre vie en tant qu'humaine, ou devenues d'étranges machines se cognant les unes aux autres et cognant sur un présent sans avenir, déjà mort, toujours déjà passé bien que flambant neuf, s'en trouve détruite la forme essentielle et originaire de notre existence personnelle et intime, c'est-à-dire notre corps, sa présence, ses puissances, sa vitalité, à quoi je vais maintenant consacrer la suite et fin de mon propos, me proposant d'en penser le salut possible comme salut du corps humain au temps de l'apocalypse capitaliste et néofasciste, qui se peut accomplir à travers ce que je nomme donc poétique et métaphysique pasolinienne. Au fond, si Pasolini nous permet de penser en homme politique et théoricien l'horreur de cette ère moderne et mortifère, il me semble que comme poète, peut-être faut-il dire comme poéticien, il donne à voir les puissances de notre humanité, particulièrement donc par la mise en scène, l'exposition de la vitalité et du drame vivant de nos corps humains. Pour comprendre cela et saisir le sens de ce travail sur l'humanité des corps dans l'œuvre de Pasolini, posons la question suivante. Qu'est-ce qui distingue, de prime abord, un corps humain d'une étrange machine ? Eh bien, nous savons au moins depuis la 6e méditation métaphysique de Descartes que parmi tous les corps, c'est-à-dire parmi toutes les choses étendues, flexibles et muables qui composent le monde, il y a parmi ces corps un d'entre eux que je peux dire mien. Ce corps-là, ce corps mien, n'est pas une simple chose inanimée, ni même simplement un mécanisme complexe, il est tel que j'ai à l'éprouver sans cesse comme le mobile de mes intentions. Il est, comme le dit Maurice Merleau-Ponty dans Le visible et l'invisible, cette masse intérieurement travaillée, que nous pouvons appeler le corps propre, puisqu'il m'est propre à la différence de tous les autres corps, et que l'on nomme aussi la chair. Comme le dit cette fois-ci Michel Henry dans Incarnation, je cite,
Notre chair n'est rien d'autre que cela qui, s'éprouvant, se souffrant, se subissant et se supportant soi-même, et ainsi jouissant de soi selon des impressions toujours renaissantes, se trouve, pour cette raison, susceptible de sentir le corps qui lui est extérieur, de le toucher aussi bien que d'être touché par lui. Cela donc dont le corps extérieur, le corps inerte de l'univers matériel, est par principe incapable. » Fin de citation. Autrement dit, ma chair n'est pas mon corps matériellement compris. Elle n'est pas ce fragment de matière que nous tous avons et qui répond des mêmes lois causales physico-chimiques. Ce corps-là, au fond, m'est étranger. D'une certaine façon, mon corps objectif, en tant qu'il répond d'une logique de laquelle je suis étranger, est un être mort. Mais ma chair, quant à elle, en tant qu'elle est ce par quoi je m'éprouve et peux me réaliser comme personne, elle fait de moi un être vivant. Par là même, si mon corps est un être général et anonyme, ma chair est bien plutôt singulière et intime. Au fond, ce que nul nôtre a, c'est ma chair, et ce qu'ainsi par mon corps j'ai de singulier, c'est d'être une chair, c'est-à-dire de m'éprouver, de me jouir, d'être dès lors cette manière inédite par laquelle un corps se jouit de la vie, comme aucun autre ne le peut. Si tout corps partage la logique d'une mécanique commune, ma chair, quant à elle, ne répond que de ce qu'il faudrait nommer une jouissance une. Comme le dit encore Michel Henry, la chair n'est rien d'autre que la possibilité la plus intérieure de notre soi. Le soi pense là où il agit, où il désire, où il souffre, là où il est un soi, dans sa chair. Fin de citation. Dès lors, lorsque privés de cette possibilité intime et singulière du charnel, nos existences se trouvent rabattues sur la surface de leur corps objet, lorsqu'ainsi nous sommes condamnés à n'être que ces étranges corps machines, nous perdons aussitôt la possibilité à laquelle nos chairs ouvraient pourtant, la possibilité même de l'humain en nous. Ainsi, l'humain surgit là où une chair paraît, c'est-à-dire là où se donne la possibilité d'une expérience charnelle de la présence comme épreuve radicalement singulière de la vie, et qui s'atteste et se réalise comme ouverture par la présence même de cette chair à la contingence du futur, au pur possible dont ma chair se fait le mobile singulier. Lorsque dans Pétrole, Pasolini affirme « Qu'est-ce que l'esprit humain ? C'est une présence, une réalité, voilà tout », il me semble ainsi attester qu'en tant que présence, c'est-à-dire en tant que réalité, l'esprit humain est charnel, et ce faisant, notre humanité procède des puissances de notre corps propre comme jouissance une, singulière de la vie. Cette jouissance advient dans et par un mouvement d'ouverture à l'avenir propre à notre chair comme disposition charnelle de notre propre temporalité possible. Cette disposition particulière de notre condition humaine, il faut bien la nommer liberté charnelle, ma chair comme liberté réelle, et qui est, comme le dit, l'expression est donc du philosophe Jan Patočka dans Liberté et sacrifice, une expérience de la transcendance, c'est-à-dire une épreuve singulière du dépassement, une ouverture à autre que soi comme réalisation possible de soi. Nous découvrons ici que c'est donc depuis le corps propre, comme chair singulière disposant d'un avenir possible, dans l'expérience de sa propre transcendance, que se peut réaliser cette initiation à notre différence absolue, c'est-à-dire notre plus radicale et inédite singularité humaine. Nos chairs, comme transcendance charnelle, sont conjonction de la liberté et de la singularité, et ce faisant, avènement de l'humain comme tel. De ce repérage me semble pouvoir s'éclairer quelque chose de décisif chez Pasolini, et que l'on répète à l'envi à son propos, à savoir son goût, son obsession pour le sacré. Or, qu'est-ce qu'est le sacré pasolinien, sinon ce que donne à sentir la puissance de la chair ? Dans l'Inédit de New York, un entretien datant de 1969, voici ce qu'il avance, je cite. « Je suis persuadé de ça. L'homme d'autrefois, l'homme pré-industriel, l'homme qui vivait dans une civilisation paysanne, pouvait percevoir la présence du sacré dans chaque objet, quel que soit l'événement, à chaque instant de sa vie. N'importe quelle apparition terrestre, à n'importe quel moment de sa vie, pouvait être une hiérophanie. Hiérophanie dans les pierres, dans les arbres, parmi les voisins, dans les mots,
tout pouvait être hiérophanie, émanation du sacré. » Fin de citation. Le sacré semble ici s'éclairer et prendre le sens d'une expérience intime et singulière, pénétrante et affective du monde. Expérience en et par une vie de la vie du monde, de la vie intime du monde. Autrement dit, si l'homme d'autrefois avait davantage la possibilité de percevoir à chaque moment de sa vie la présence du sacré, c'est parce qu'il avait à réaliser sa condition charnelle à même un monde pouvant l'accueillir, un monde non programmé, une réalité événementielle, contingente, non sérielle. Ainsi pouvait se réaliser naturellement et humainement cette expérience singulière de la présence du monde dans l'ouverture même qu'il garantissait à ses chairs humaines, garantissant par là même la possibilité d'une expérience charnelle de la transcendance dont le monde d'alors se révélait être la scène d'accomplissement. Si ce monde d'alors était hiérophanique, c'est-à-dire avènement possible du sacré, c'est parce qu'il était le lieu d'accomplissement de la chair, c'est-à-dire de la liberté et de la singularité humaine d'une chair qui avait la possibilité de devenir, sur un mode propre et inédit, jouissance radicalement singulière de la vie du monde comme forme de son accomplissement le plus propre, affirmation en somme de son désir, à même l'infinité des possibles dont regorge le monde. De là, nous comprenons pourquoi le cataclysme anthropologique dont nous parle Pasolini est contemporain d'une aberration cosmologique. La corruption aberrante et monstrueuse du monde humain, c'est-à-dire l'émergence de ce monde capitaliste et néofasciste, contre lequel Pasolini fut un prophète, en ce sens, a produit un espace impropre à accueillir des vies proprement humaines, produisant en retour une corruption de notre humanité même, qui n'est autre que la corruption, la négation pure et simple de la possibilité d'une expérience charnelle, c'est-à-dire singulière et libre de la vie. Comme le dit Pasolini, nous sommes à un tournant de l'histoire humaine, nos descendants ne nous ressembleront plus. Ils auront peut-être des corps, mais ce seront des carcasses inhumaines, des corps inertes, désertés par leur humanité, anéantissement de leur chair. Mais il nous faut maintenant franchir un dernier pas, car cette expérience charnelle de la transcendance, ce mouvement libre et singularisant de l'existence que nos chairs attestent et qui semble s'accomplir comme hiérophanie, avènement possible du sacré, cette dynamique de la vie de ma chair n'est pas un mouvement à vide. Il est incontestablement un mouvement dont la consistance charnelle s'effectue, s'accomplit dans et par une expressivité langagière. Autrement dit, la dynamique de ma chair est une dynamique expressive et signifiante. Par expressivité langagière, je ne veux donc pas dire que l'expression de la chair, dans sa singularité et sa liberté, s'effectue uniquement par l'activité verbale, orale ou écrite. Le langage dont il est ici question excède cette dimension particulière, il a un sens plus essentiel, celui de l'expressivité signifiante comme telle, c'est-à-dire le fait de faire signe, d'exprimer en signe une affectivité, expression en signe de notre singularité charnelle, et donc jouissance singulière de la vie d'une chair par l'activité de sa propre signification. Pour le dire autrement, lorsque nous parlons, certes, mais aussi lorsque nous peignons, dessinons, filmons, pensons, bref, lorsque nous réalisons ce que Julia Kristeva nomme par ailleurs une pratique signifiante, nous exprimons charnellement en signe la singularité qui nous fonde, c'est-à-dire accomplissons une sorte de rencontre, de coalescence entre notre jouissance charnelle et singulière de la vie et sa possible expressivité signifiante. Lorsque cela a lieu, il y a non seulement expression d'une humanité en acte, mais encore, par cette expression même, avènement du sacré comme tel. N'est-ce pas ainsi qu'il faut lire cette affirmation de Pasolini dans l'Inédit de New York ? Voilà la grande affaire. La réalité est un langage. Pour moi, je vous l'ai dit, la réalité est hiérophanie. Elle l'est de façon sentimentale et intuitive.
Et si vous suivez mon raisonnement, tout est étrange. La réalité n'est plus une hiérophanie, mais une hiérosémie. Autrement dit, un langage sacré. Si la réalité est ainsi avènement du sacré, de façon sentimentale et intuitive, dans et par l'avènement d'un langage sacré, cela me semble en effet indiquer et confirmer que c'est à même l'expressivité signifiante d'une chair, dans le succès de son expression, c'est-à-dire dans le fait même de parvenir à l'expression, d'exprimer dans et par des signes sa jouissance singulière de la vie, que s'ouvre par cette chair donc la dimension du sacré. Par différence, la souffrance qu'en tant qu'homme nous pouvons éprouver semble au fond toujours coïncider avec l'impossibilité pour une chair d'exprimer sa jouissance singulière de la vie, c'est-à-dire au fond de ne jamais pouvoir passer son intimité à l'expression. Jouir des signes, trouver en eux l'indice de notre différence absolue, être ouvert en et par eux à la transcendance même qui nous fonde, savoir séjourner dans l'excès vers un autre que soi, qui est en même temps accomplissement de soi, tel est ce qu'une chair humaine a de hiérophanique, et ce faisant de hiérosémique, avènement charnel d'un langage sacré. De là peut s'éclairer ce que signifie poétique et métaphysique pasolinienne. Le poétique d'abord. Comme chacun l'aura compris, il excède la forme restreinte du poème comme de la poésie. Le poétique n'est pas cette pratique délimitée du langage, mais bien plutôt la disposition fondamentale qu'offre le langage lui-même et qui permet ce faisant la poésie. Le poétique est, comme le dit Renaud Barbaras dans son très beau livre Métaphysique du sentiment, un mode d'exister, par quoi il peut advenir par n'importe quelle pratique signifiante. Pourrait-on dire que ce n'est pas le type de support expressif qui conditionne le poétique, mais bien plutôt ce dont le support se fait l'expression. Il me semble que nous pouvons parler de poétique lorsque la puissance d'expressivité de ma chair, sa possibilité la plus propre d'exprimer de manière libre et singulière sa jouissance une de la vie, s'accomplit à même le monde. L'expérience poétique de la vie coïncide dès lors avec l'expérience du sacré comme tel. De là, il faut reconnaître que le poétique se fonde dès lors sur l'excès, le mouvement de dépassement, l'expérience de la transcendance propre à l'existence charnelle, et indique par là même que le poétique procède d'une expérience plus fondamentale sans laquelle il ne pourrait pas même exister. Autrement dit, parce que ma chair vivante est expressive et signifiante, par sa pratique même du langage, de la signifiance, elle peut être poétique. Mais la possibilité même de cette pratique de la signifiance, permettant le poétique, se fonde sur l'expérience irréductible de sa propre transcendance, de l'ouverture, de l'extase, du dépassement, de cette avancée irrésolue de ma chair qui est la marche même de notre existence, d'une traversée des temps, des choses, du monde, de la vie même. Cette expérience humaine de traversée possiblement poétique doit être nommée expérience métaphysique. Ici, métaphysique prend un sens nouveau, qui se distingue de ce que la tradition reconnaissait derrière ce terme. D'une certaine façon, Pier Paolo Pasolini fait naître une nouvelle métaphysique, ou plutôt, faut-il dire qu'il fait naître la métaphysique elle-même. En effet, là où le philosophe Martin Heidegger annonçait une fin de la métaphysique par l'avènement de la société technique, Pier Paolo Pasolini, par sa dénonciation radicale et sa subversion de l'apocalypse qu'accomplit notre civilisation technique, voit avec une lucidité perçante non pas la fin de cette métaphysique, mais son commencement véritable, et qui serait une métaphysique humaine, qui ne soit rien qu'humaine. Là où la métaphysique classique se définissait par sa prétention de dépassement de l'expérience sensible au profit de réalités extrasensibles et positives telles que l'âme, le monde ou Dieu, elle ne pouvait être une métaphysique proprement humaine, puisque l'homme, comme être sensible, était ce qui devait justement être dépassé en direction de ces réalités métaphysiques plus pures. Or, ce qu'ici Pasolini met au jour, ce que son œuvre atteste, c'est ce qu'il faudrait bien nommer un véritable athéologisme sacral.
puisqu'il rend pensable, et en fait donc la preuve par son œuvre, d'un avènement sensible et humain du sacré, qui se dispense de la positivité, pour ne pas dire du positivisme, de la métaphysique classique, et ce faisant se dispense de l'existence de Dieu pour saisir ce que nos vies humaines ont de radicalement sacré. Autrement dit, par cette révélation du sacré à même les puissances charnelles de notre humanité, il révèle que la métaphysique n'est pas le dépassement de l'expérience, mais l'expérience du dépassement comme telle. Elle est l'épreuve charnelle et humaine de la transcendance, et d'une transcendance qui ne soit rien que transcendance, ne dépendant ainsi d'aucun infini positif sur lequel cette transcendance pourrait venir s'interrompre ou atterrir. Dès lors, la métaphysique pasolinienne n'est autre que l'expérience de notre propre traversée charnelle de la vie. Cette condition métaphysique de l'homme est celle qu'ouvre la chair elle-même et dont la traversée s'accomplit par sa propre expressivité signifiante. Lorsqu'une chair, par épiphanie au sens quasi joycien, parvient à exprimer sa jouissance une, singulière et inédite de la vie, cette épiphanie de la chair n'est autre qu'une hiérophanie, qui, vous l'avez donc compris, est une hiérosémie. J'ajoute, bien que je n'en dirai pas plus faute de temps, que cette jouissance singulière de la vie qu'il faudrait faire parvenir à l'expression pour qu'advienne cette expérience charnelle du sacré en chacun de nous, n'est pas du tout un donné conscient qu'il vous suffirait ou qu'il nous suffirait de faire surgir à l'envie. Cette jouissance une nous est foncièrement et singulièrement opaque. Jacques Lacan dirait opaque d'exclure le sens. Elle est une jouissance inconsciente qui fonde notre singularité, et parvenir à son expression est sans doute l'affaire d'une vie. Pour le dire très simplement, exprimer sa singularité n'est pas de tout repos, et sans doute est-ce l'affaire d'une vie, et ce n'est sans doute pas une partie de plaisir. C'est ainsi que je comprends cette affirmation de Pasolini, toujours dans cet entretien de 1969, où il dit que chacun de nous possède, donc je cite, « chacun de nous possède inconsciemment un code de la réalité ». Il me semble que ce code inconscient de la réalité, c'est en vérité cette jouissance une de la vie dont chacun a, pour lui-même, à découvrir le sens opaque dans l'avènement de sa propre expérience charnelle, libre et singulière, qui est expression signifiante de sa propre traversée de sa vie. De là, et pour conclure mon propos, il me semble que c'est ainsi que nous pouvons comprendre le sens du mystérieux Trasumanar de Dante, qui, on le sait, a tant marqué Pasolini et lui fera nommer son dernier recueil Trasumanar et Organizar. Au chant premier du paradis de sa divine comédie, Dante invente ce mot de Trasumanar, qui a été traduit de plusieurs manières en français, tantôt par outrepasser l'humain, dépasser l'humain ou encore transhumaniser. Or, il ne me semble pas que ce que nomme ici Dante doive être compris comme dépassement de notre expérience humaine, mais au contraire comme expérience du dépassement qu'est notre expérience humaine, expérience de traversée qui fonde ce qu'il y a d'humain en nous, où chacun peut dire pour lui-même, à hauteur de son humanité même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Autrement dit, je suis mon chemin, ma vérité et ma vie. Je cite donc Dante au chant premier. Trasumanar significar per verba non si poria, pero l'esemplo basti a cui esperienza gratia serba. J'en propose la traduction française suivante, par laquelle, vous me pardonnerez, j'en trahis aussitôt la littéralité, mais qui me permet, je l'espère, d'être métaphysiquement plus juste. Ce qui traverse l'humain touche à l'innommable. Que l'exemple d'une vie suffise pour que la grâce y paraisse. En somme, l'humain n'est autre que ce lieu charnel d'une jouissance singulière de la vie qui cherche à s'exprimer, à exprimer l'innommable de sa propre jouissance dans et par le monde, et lorsqu'une telle expérience a lieu, lorsque nos chairs trouvent à exprimer leur opacité dans la clarté du monde, la grâce y paraît, le sacré émane. Or, précisément, par l'avènement de ce monde capitaliste et néofasciste, nous assistons à un véritable hiérocide,
une exténuation généralisée du mystère du monde. Voici le danger duquel Pasolini nous mettait en garde. De là, il nous revient donc de savoir mener la lutte nécessaire pour qu'un monde à hauteur d'homme demeure, un monde où l'humanité est possible, où des chairs humaines prêtes à traverser la vie et le temps puissent exprimer leur liberté et leur singularité, sans ne jamais espérer rien d'autre que de savoir demeurer vivant dans cette traversée même. Être une vitalité désespérée, disait Pasolini, c'est cela, c'est savoir affirmer l'irréductible présence de notre chair dans son mouvement, dans sa transcendance même, une transcendance désespérée car elle ne vise aucun ailleurs, elle n'est l'espoir d'aucun au-delà, elle s'efforce de demeurer vivante dans sa propre traversée, en s'efforçant d'accomplir ici-bas, dans le séjour de sa chair, dans l'intimité de son expression charnelle, l'opacité de sa jouissance singulière de la vie, dont l'œuvre d'une vie se fait l'exemple, le témoignage inédit. Enfin, ce vitalisme désespéré ne doit pas nous dispenser, au contraire il nous oblige, de nourrir et réaliser l'espoir d'une révolution nécessaire, où le combat politique trouve ses véritables raisons dans la métaphysique, une métaphysique qui, pour une fois dans l'histoire des hommes, ne soit rien d'autre qu'humaine. Je vous remercie pour votre attention.